Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Yann Bonne. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, donc un petit peu le garant de la NVA dans le gouvernement de Charles Michel, donc gouvernement fédéral. La centrale de Doel 1 et Doel 2, est-ce qu'on peut les prolonger sans qu'il y ait une réelle inspection de fond ? Mais non, on doit avoir une inspection de fond. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi en permanence. Il y a toujours des gens de l'AFCN, l'Agence fédérale contre le nucléaire. Voilà, qui sont responsables pour la sûreté nucléaire. Ils sont à la place, dans les centrales, sur place pour contrôler, pour faire le check. Donc, j'ai dit clairement hier au Parlement, on a d'abord le changement de loi pour pouvoir prolonger l'utilisation de Doel 1 et Doel 2, mais après ça, il y a la sûreté nucléaire, et donc on doit prendre une deuxième décision après l'avis de l'AFCN, si on peut prolonger ou pas, point de vue sûreté. Ça veut dire que vous suivrez l'avis de l'agence fédérale, même s'il est négatif. S'il est négatif, c'est-à-dire qu'on ne redémarrera pas Doel 1 et Doel 2, même si ça peut avoir un impact sur notre approvisionnement énergétique. Certainement, parce qu'on ne veut pas jouer de jeu avec la sûreté nucléaire, c'est trop important. Donc là, il n'y a pas de compromis à faire. Si l'AFCN dit oui, on peut ouvrir, on va les suivre. Mais si l'AFCN dit non, on doit encore prendre d'autres mesures où on ne peut plus ouvrir. Vous avez un plan B ? Ben, c'est pas moi. Moi, je suis responsable. C'est Marie-Christine Marguel, ministre de l'Énergie. Vous avez juste la sûreté nucléaire dans vos attributions. Voilà, c'est ça. Mais le ministre de l'Énergie, Mme Marguem, elle va présenter une vision globale sur l'approvisionnement nucléaire, de l'énergie et le nucléaire, aucun parti là-dedans. Ouais, mais donc, imaginez que l'agence fédérale dise non. Il faudra qu'elle ait un plan B. On a déjà parlé au gouvernement. Il est déjà sur la table ou pas encore? Mais il y a des idées sur la table, mais pas encore la décision. Mais on travaille quand même qu'on peut avoir cette sécurité d'approvisionnement. Donc hier, c'est la commission, hier soir, qui s'est prononcée. Ça doit encore passer par un vote en séance plénière. On parle d'une prolongation de 10 ans. Ce que disent certains députés de l'opposition, c'est que oui, mais finalement, l'agence fédérale de contrôle nucléaire, elle n'est pas si indépendante que ça, et c'est le gouvernement fédéral qui tire les ficelles derrière. Oui, mais c'est très dommage qu'ils disent ça parce que l'agence travaille depuis des années et avec chaque audit qu'ils ont eu des instances internationales, ils sont toujours sortis avec un rapport excellent. Donc, allez, je n'accepte pas cette critique. Donc, ce sera un vrai rapport indépendant et vous le suivrez, y compris s'il est négatif. Certainement. Alors, information donnée par le journal Le Soir hier, on prépare une réorganisation de la police, notamment de la police fédérale, la police judiciaire, une sorte de... Est-ce que c'est une régionalisation larvée? Mais non, allez, il y a une confusion là. D'abord, on a un débat de tâches clés au sein de la police. Parce que nous avons en Belgique le plus grand nombre de polices par habitant en comparaison avec d'autres pays européens. Mais il y a quand même des tâches policières où on dit on n'a pas assez personnel. Donc ça veut dire que les polices chez nous font des tâches qui n'appartiennent pas à eux ou qu'on peut laisser tomber ou laisser faire. Donc trop d'administratifs, pas assez de policiers sur le terrain. Mais il y a plusieurs exemples de ça. Maintenant, un groupe de tâches a fait son travail. Je suis en train de faire une concertation avec la police fédérale, police locale, les associations des villes et communes et trucs. Donc ça, c'est une tour de concertation. Le débat, ce que vous venez de mentionner, ça c'est juste pour le Computer Crime Unit. Là, ça s'est structuré depuis des années. Ce n'est pas une invention de Yann Bonne ni de l'NVA. Ça s'est structuré. On a une unité fédérale et on a 5 composants régionaux. Oui. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des policiers de l'unité fédérale et on va les mettre dans les directions régionales police judiciaire, comme on appelait ça autrefois. Il y a la Computer Crime Unit, il y a aussi l'unité de lutte contre la délinquance économique et financière. Non, ça c'est une autre direction. Là, ça c'est une direction pour la grande criminalité. Ouais. Et on avait séparé ça en différentes chambres. Et maintenant, dans la réorganisation qui était prévue depuis avant que moi j'étais responsable, on va globaliser ces 4 unités dans une unité contre le terrorisme. Donc, le criminalité. Financière, économique. Mais ce que les syndicats demandent, c'est est-ce qu'on aura suffisamment de moyens
et pour la criminalité électronique et pour la criminalité financière, qu'on appelle les criminels en col blanc. Oui. Est-ce que vous allez mettre suffisamment de moyens ou est-ce qu'on est en train de retirer des moyens aux policiers? Mais c'est vrai qu'il y était un manque de moyens au sein de la police. C'est ce que j'ai vu avec nos Special Forces, ce que j'ai vu aussi dans le Computer Crime Unit, ça, un manque de moyens. Mais avec le contrôle budgétaire qu'on a fait juste avant Pâques, j'ai reçu beaucoup de moyens additionnels, des dizaines de millions. Et donc, je pense, après cette injection, ces investissements, on peut refaire cet exercice encore l'année prochaine. Ça, c'est aussi inclus dans le contrôle budgétaire. Donc, je pense, dans 2 années, on est certainement sur niveau. Oui, dans la note qui est préparée par l'état-major de la police, mais que vous avez, j'imagine, lu et avalisé, on dit qu'il y a 365 policiers qui vont quitter les services centraux, qui vont être dispatchés dans les différents arrondissements. 273 en plus pour Bruxelles, et puis un nombre important également pour Anvers. Ça veut dire que vous êtes sensible à la situation bruxelloise? Mais on acte qu'il n'y avait pas assez de policiers à Bruxelles? Mais c'est ce que j'entends souvent, et maintenant j'ai rencontré les bourgmestres bruxellois aussi qui ont fait le même... Là, on parle essentiellement de police judiciaire, c'est essentiellement des officiers de police judiciaire qui vont revenir. Oui, et donc là aussi, j'ai entendu des bourgmestres bruxellois qu'il y a un manque de moyens. Donc j'ai installé un groupe de travail avec eux pour objectiver les choses et pour voir si Bruxelles a réellement un manque de moyens sur différents niveaux. Et donc, si on peut prouver ça, je pense qu'on doit prendre action. Yvan Mayer, vous avez demandé des moyens supplémentaires. Finalement, vous avez plutôt revu la dotation de la zone de police de Bruxelles à la baisse, 5 millions de moins, si je ne me trompe pas. Mais le groupe de travail pourrait corriger ça ou pas? Yvan Mayer dit, avec les sommets européens, avec le nombre de manifestations qu'il y a, on est en déficit structurel pour la zone de police. Oui. Mais c'est juste pour cette raison que Bruxelles a plus de moyens que d'autres zones de police. Mais maintenant, M. Mayer dit que ça ne suffit pas. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier ça. Mais le rapport du groupe de travail arrivera quand? Mais c'est en marche maintenant, donc je ne vais pas mettre la pression. C'est plutôt... c'est mieux que le travail est de qualité, que ça va très vite. Vous êtes réconcilié avec Yvan Mayer? C'était un petit peu compliqué le début. Au moment de la manifestation nationale, vous avez eu des petits échanges pas très amicaux? Oui, c'était un peu dommage qu'on ait du numérique comme ça, mais depuis lors, j'ai eu souvent des contacts avec M. Mayer. Il est le bourgmestre d'une grande ville dans notre pays, la capitale de notre pays. Donc ça n'a pas de sens que le ministre de l'Intérieur et les bourgmestres de cette ville-là ne s'entendent pas très bien. On ne doit pas devenir des amis, mais on doit collaborer ensemble. Et je pense que les canaux maintenant sont ouverts et qu'on travaille bien. Ouais, et quand il vous dit « moi j'ai besoin d'argent en plus », vous répondez « c'est le groupe de travail qui tranche ». Mais chaque bourgmestre, chaque chef de zone de police vient me dire, vient me trouver pour dire qu'ils ont besoin de plus de moyens. Donc c'est difficile à gérer, mais Bruxelles-Capitale, c'est quand même un cas spécial. Donc c'est pour ça qu'on a installé ce groupe de travail et on va voir quel est le résultat de leur travail. Alors vous étiez vendredi au musée juif et puis il y a eu une cérémonie dimanche. On est 1 an après l'attentat. Est-ce qu'une attaque comme ça, elle pourrait aujourd'hui se reproduire à Bruxelles ou quelque part ailleurs en Belgique? Ou est-ce qu'on a pris la mesure de la menace et les mesures qui permettent de contrer cette menace? Mais on a pris beaucoup de mesures et on a ajouté aussi un budget significant pour le combat contre le terrorisme. Mais garantir qu'il y a un risque zéro, ça je ne peux pas. Mais la situation, si vous demandez si la situation maintenant est plus sécure qu'il y a 1 an, je peux confirmer ça. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des individus comme Mehdi Nemmouche, ou en tout cas les gens qu'on a identifiés comme étant des éléments radicaux susceptibles de passer à la violence, ils sont aujourd'hui identifiés en Belgique? Oui, avec le système qu'on a installé, normalement on doit les voir, mais il y a toujours quelque chose possible. C'est quelqu'un qui devient fou et qui fait quelque chose. Sécurité zéro, je ne peux pas garantir. Mais avec toutes les mesures qu'on a prises, la situation est beaucoup améliorée, je pense. Donc il y a des initiatives qui ont été prises dans les communes, il y a des initiatives à la région bruxelloise, il y a un plan anti-radicalisme à la communauté française, il y a les actions du gouvernement fédéral. Est-ce qu'on arrive à tout coordonner ou est-ce qu'il y a toujours un petit peu des failles, des informations qui ne remontent pas? Quel jugement vous portez sur les actions, par exemple, de la région et de la communauté française? Mais les actions des régions, c'est très bien parce que les compétences, la distribution de compétences est assez claire. La répression, ça c'est plutôt au niveau fédéral, avec la police, avec la sécurité de l'État.
Et la prévention, ça c'est plutôt au niveau des communautés, avec l'enseignement, l'aide à la jeunesse. Oui, l'aide à la jeunesse, le bien-être. Donc là, les compétences sont situées au niveau des communautés. Est-ce que les informations circulent bien? Parce qu'on a souvent entendu, y compris ici à Télé Bruxelles, des bourgmestres dire « Ah oui, mais le fédéral ne nous a pas informés. Moi, j'ai une zone de police, mais on ne veut rien nous dire parce que c'est le secret de l'instruction ou que c'est le parquet fédéral qui gère l'affaire de terrorisme. On sait qu'il y a des actions de prévention dans les écoles et parfois on identifie des jeunes, mais on ne sait pas à qui faire remonter l'information. Est-ce que tout ça, c'est fini? Non, ce n'est pas fini parce qu'il y a quand même toujours un problème entre l'enquête judiciaire et la distribution des informations. Parce que ce que je ne veux pas, c'est parce qu'on a distribué des informations que l'enquête mène pas à un résultat. C'est le problème des fuites. Donc c'est toujours une balance entre l'enquête judiciaire et la distribution d'informations. Mais ce que on a amélioré pour ce moment-là, ça c'est l'information qui est là et qui est ouverte pour les gens qui ont les autorisations de l'avoir, la distribution de cette information, ça c'est déjà beaucoup amélioré. Les départs en Syrie aujourd'hui se poursuivent? Il y a toujours beaucoup de jeunes qui partent? Plus beaucoup, il y en a encore. On peut avoir un chiffre? Oui, on parle maintenant de 5 par mois qui partent ou on pense qu'ils vont partir. Ouais, essentiellement des Bruxellois, des Anversois, ou c'est plus subtil que ça? À Anvers, ça c'est terminé, ça je dois dire. La région de Bruxelles, il y a encore un problème. Un noyau, oui. Un noyau, oui, et c'est plutôt ici, dans la grande région de Bruxelles. Ouais. Ceux qui reviennent de Syrie, on doit en faire quoi? Mais en fait, on a deux groupes qui reviennent. Celles-là qui sont dégoûtés de ce qu'ils ont vu là-bas. Et je pense qu'on doit les, permettez-moi le mot, utiliser dans notre action contre-propagande. Parce que si eux, ils peuvent communiquer avec les gens, les jeunes... Témoigner de ce qu'ils ont vécu. Voilà, qui ont l'intention de partir. Ça, c'est un témoignage très fort. Ils sont dégoûtés de ce qu'ils ont vu. Et il y a les autres qui reviennent avec une mission, comme on a connu à Mémouche, comme ça, ou à Verviers. Mais aussi à Verviers, on a connu. Et ça, ce sont les dangereux. Donc c'est pour ça que le service d'État, on les a assortis pour pouvoir suivre ces gens. Ouais. Il faut obliger le passage dans un camp de rééducation, comme on fait au Danemark, par exemple. C'est une solution? Mais camp de rééducation ou déradicalisation, pour employer un autre mot. Je pense qu'il y a d'autres moyens, qu'on doit être très, très, très proche de ces gens, de ces communautés, pour d'abord voir les signaux dès le début. Et dès qu'ils sont revenus, d'abord, il y a une punition. Hein, ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, on a renforcé l'arsenal. Donc, on va les punir. Mais on doit utiliser cet terme de punition pour les rééduquer. Donc, je ne parle pas de camp de rééducation. Est-ce qu'il y aura encore des militaires dans les rues après les vacances d'été, en septembre, à Noël prochain? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça dépend du niveau de menace que l'OCAM décide. La menace a un petit peu baissé. Vous avez quand même maintenu les militaires? La menace générale est descendue de 3 à 2, mais il y a toute une liste maintenant encore des institutions, Philippe des quartiers. Moreau, qui était notre invité, il était à votre place hier. Il a dit ils ont un peu exagéré la menace au gouvernement fédéral parce qu'ils savent que c'est très populaire auprès de l'opinion publique de mettre des militaires partout. Ça c'est pas du tout vrai parce que ce n'est pas le gouvernement fédéral qui décide du niveau de menace. Ça, c'est le OCAM. C'est une agence de gens indépendants, de gens qui viennent du magistrat. On est quand même passé de 3 à 2+. Enfin, il y a une révision à la baisse. Mais qui ose dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de menace sur le quartier juif ici à Bruxelles, sur le musée juif, sur la synagogue, sur le quartier juif à Anvers? Qui ose dire ça? Ce sont mes services, nos services de police fédérale, de sécurité de l'État, de sécurité de l'armée qui nous disent qu'il y a encore des menaces sur certains types. Les polices. Donc tant qu'il y aura des menaces, il y aura des militaires? Tant qu'il y a une menace niveau 3, parce que niveau 2, ça c'est aussi une menace beaucoup plus légère, mais c'est aussi une menace. Tant qu'il y a des quartiers ou des institutions, des bâtiments qui sont sous niveau 3, on va les protectionner. Alors il nous reste 1 minute. Je voudrais parler de politique générale. Est-ce qu'on aura un tax shift avant l'été? On est en train de travailler là-dessus. Ce serait très bien. Si on peut aussi clôturer ce débat avant l'été, et on va faire tout pour y arriver. On entend de plus en plus de chefs d'entreprise dire « Oui, finalement, le tax shift, ce n'est pas si important que ça. Surtout, ne touchons pas trop à la fiscalité. On est
plus trop demandeurs d'un tax shift. Oui, j'ai aussi entendu le président. Ça veut dire que c'est moins urgent qu'avant. Mais il a dit d'autres choses aussi. Il a dit toutes les procédures administratives, ça aussi, ça bloque notre croissance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très bien entendu et on doit voir comment on peut améliorer. Donc la NVA est plus demandeuse de procédures administratives simplifiées que d'une réelle baisse des charges sur le travail? Non, je pense que l'un et l'autre, une baisse des charges de travail, ça c'est dans notre accord de gouvernement, ça c'est très important. On a déjà fait une évaluation dans la bonne direction, mais ça doit continuer. Mais à côté de ça, il y a aussi une amélioration des procédures. Ça, c'est aussi quelque chose que pas seulement l'NVA qui demande ça. Est-ce qu'en entrant au gouvernement, vous avez renoncé à l'autonomie de la Flandre un jour, ou est-ce que ça reviendra après les prochaines élections? On a gelé ça pour 5 ans, mais ça reste dans notre programme et on verra après les élections prochaines, mais ça c'est encore loin d'ici. Merci Yann Yambon d'avoir été l'invité de l'interview. Demain c'est Benoît Lutgen, le président du CDH, qui sera avec nous à demain.